Coloscopie. François Rollin. Laurent Baffy. François, bonjour. Bonjour, bonjour. On se connaît depuis combien de temps ? 40 ans ? 40 ans. 40 ans et on n'a jamais accroché. Non. Bizarre, hein, la vie. Si, la première heure. On a cru qu'on était un peu frères de quelque chose. Je vais retracer ta vie, François. Ouais. Tu es né... Je reste là ? Ouais. Okay. Tu es né un 31 mai comme Clint Eastwood, Régnier, le prince Régnier III, le pape Pie XI, Sandrine Bonner, Pascal Selem et Robert Forisson. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche ? Il y a un pape, mais je perds son prénom. Pie XI. Pie XI, oui, Pie. Avec Pie, on était bien... Wow. C'était pas le dernier pour la déconne. Et alors, c'était toujours des déconnes qui tournaient autour du même sujet, hein, la religion et tout ça. Donc, t'as bu plus de coups avec Pascal Selem et moi qu'avec Pie XI. Ouais, plus, oui. Hein ouais. Et donc, t'as pas accroché non plus avec Pascal Selem. Non, si pareil, dans les 10 premières minutes, je me suis dit, voilà, vraiment un mec qui est drôle, qui a du talent, qui est un bon comédien, qui est rapide, qui est vif, qui est généreux, qui est dans l'empathie, qui a une écoute et tout ça. Et puis ton après, patronyme, Rollin, est d'origine germanique. Oui. Et il désignait à l'époque les personnes qui avaient mauvaise haleine. Tu le savais, ça ? Je crois pas qu'il désignait les personnes qui avaient mauvaise haleine, mais de l'origine germanique, il n'y a pas de problème. Si, ça veut dire pot de la gueule en... Alors bon, écoute, je regrette pas de l'apprendre. Que faisaient tes parents ? Alors, mon père était chimiste, ingénieur chimiste. Et ma mère était mère au foyer, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Des frères, des sœurs ? 3 sœurs. 3 sœurs ? Oui. Elles font quoi, tes sœurs ? Il y en a une qui fait nettement plus rien du tout, depuis qu'elle est morte d'un cancer. Et il y en a Tu dis pas ça pour nous faire rire. Non, et l'autre, non, ce qui vient pour faire rire, c'est celle d'après. L'autre sœur, je sais plus du tout ce qu'elle fait depuis qu'elle est fâchée, mais on sait pas très bien exactement pourquoi. Et ma grande sœur non plus ne comprend pas très bien pourquoi mon autre sœur est fâchée. Comment elle s'appelle ta sœur fâchée ? Michel. Michel, t'as son numéro ? Non. Sinon, non, j'ai plus. On l'aurait appelé, sinon. Non, c'est pas très rigolo parce que elle est fâchée. Je pense qu'elle est un peu aussi, je pense qu'elle est pas très 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 bien. Elle est un peu larguée. Sa santé est pas géniale et tout ça. Bon, donc. Et ça te fait de la peine, elle te manque ou t'as fait ton deuil de. J'ai fait mon deuil. C'est très compliqué de faire son deuil, mais il y a un moment, c'est un truc que m'a inspiré un peu mon petit frère Alexandre Astier. C'est qu'il y a un moment, tu peux pas porter tous les problèmes des autres, donc tu peux comprendre. Quand quelqu'un est un peu perché, douloureux, tout ça, tu peux comprendre pourquoi il te fait du mal, mais il y a un moment, faut que tu dises non, mais j'arrête, je vais pas prendre ça dans la gueule tout le temps. Donc, tu changes de route. Ça, c'est une question que je pose à tous mes invités qui est vachement intéressante. Quelle sorte d'enfant étais-tu ? Tu as vu, même le ton, il est impliquant, il est... Les enfants têtus, il y a beaucoup d'enfants têtus. Hein. T'étais têtu ? Non, je pense pas. T'étais comment enfant, toi ? Je sais pas très bien. Ah bon ? Je sais pas très bien, non. Tu voulais faire quoi, plus grand ? Quand j'étais tout petit, je crois que rien du tout. Et après, non plus. À un moment, je voulais faire chef d'orchestre. Et je suis allé passer un examen d'entrée à la Schola Cantorum. Et j'en suis ressorti 1 heure après. Le mec m'a dit, revenez quand vous aurez fait 3 ans de solfège intensif. Donc j'ai dit, finalement, non. Et est-ce que je voulais faire autre chose ? Pendant un moment romantique, autour de mai 68, je voulais faire Globetrotter, je voulais faire le tour du monde avec mon sac à dos. Et après, faire un métier, non, ça m'a jamais intéressé. Et ça m'intéresse toujours pas. J'ai fait des études, non, c'est pas des grandes, c'est une école qui est relativement renommée et qui s'appelle l'ESSEC, qui est un peu la même chose que HEC, donc une grande école de commerce. Mais toi, tu étais plutôt littéraire, pourquoi te diriger vers le commerce ? Alors, c'est très simple, c'est que quand j'ai passé mon bac, ce que je voulais surtout pas, c'était rentrer dans la vie active. Voilà, je voulais surtout pas aller travailler dans un bureau ou dans toutes ces merdes, mais dans rien même, je voulais aller travailler. Donc, il y avait qu'à prolonger les études.
Alors, c'est ce que j'ai fait. Et donc, je me suis offert 2 ans de prépa et 3 ans d'école de commerce, dont je n'ai jamais rien fait, dont je suis diplômé de manière parfaitement inutile. Mais bon, j'ai fait beaucoup de choses pendant l'ESSEC. C'est là que je suis devenu et journaliste et musicien, donc... Journaliste au Monde. Oui. Musicien, t'as monté ton groupe, Tchouk Tchouk Nougat. Ouais. Que tu renies un peu quand on te dit vas-y chante ou joue d'un truc, tu fais non, certainement pas. Tu veux plus entendre parler de cette période? Non, si, je veux bien entendre parler de cette période, mais en revanche, je veux plus jouer parce que sont des souvenirs douloureux. Moi, j'ai joué, j'étais étudiant, un peu babacool et tout ça, et puis on a monté ce petit groupe et puis on jouait, pas trop mal, mais pas si bien que ça. Et toi, tu jouais du piano? Je jouais du piano, de la flûte traversière, et en fait. Si mon niveau de flûte traversière n'a jamais dépassé la 3e année de conservatoire, quoi. Et c'était déjà un groupe comique. Oui. Donc tu avais déjà la vis comica, mais c'était un marchepied pour devenir comique ou tu savais pas que tu allais t'engager dans cette voie? Absolument pas, c'était un truc pour passer le temps. Donc tu as un peu le cursus de Desproges qui était journaliste au Monde et qui est devenu comique. Oui, il était à l'Aurore, lui, Pierre, mais Pierre... Tu l'as connu? Un petit peu, oui. Un petit peu d'une manière... c'était deux rencontres fulgurantes, surréalistes, démentielles et que je n'oublierai jamais. Mais je les ai racontées déjà dans différents bouquins. Que tu nous encourages à lire? Ça te dispense de le raconter maintenant? Ouais, un peu. Espèce de sac à merde? Ouais, tu nous renvoies à tes livres? Oui. Raconte-le un peu. Parce que, fais pas ta pute, raconte-le un peu. Non, c'est compliqué. Peut-être je te raconte la toute première rencontre. On est de Tchouk Tchouk Nougat, on est sur un plateau de télévision d'un France 3 région, et pour une espèce d'émission, un talk show un peu tous azimuts. Et il y a Pierre Desproges qui est l'invité apparemment, qui est probablement un peu vedette de ce truc-là. Bien qu'à l'époque, il n'était pas vedette de grand-chose. Je te rappelle qu'il est mort sans savoir du tout à quel point il serait encensé. Non, sans le savoir du tout. En sachant que ça commençait à aller pas mal, mais il était à des milliers de kilomètres. Et qu'est-ce que tu as à gagner à me contredire? Dès que je dodeline un peu, tu me verrouilles en disant non. Ouais, j'aime bien parce que ça s'appelle dédodeliner. C'est une notion, c'est dédodelinare. Comment tu le conjugues à l'imparfait du subjonctif? Je dédodelinais. Toi, tu dodelines et moi, je dédodeline. Donc, toutes les 5 minutes, fille dodelinait, je dédodelinais. Et donc, il est là, Desproges, et on lui fait causer de choses et d'autres. Il a écrit, autant lire dans son... Et à un moment donné, il donne une opinion, et puis il dit, oui, on va me traiter de vieux con, mais moi, je trouve que en musique, actuellement, je ne sais où... Et donc, il finit sa phrase, et je suis là, 3 fauteuils plus loin, et je dis, vieux con. Et il m'a regardé avec une tendresse, une drôlerie, tout ça. C'était un truc, c'est un des plus beaux, la plus belle histoire d'amour. La plus belle histoire d'amour, c'est un mec qui me l'a dit. Avec ses yeux si gentils, c'est-à-dire on s'est tellement compris. C'est la plus belle fois qu'on m'a dit je t'aime. C'est un mec qui me l'a dit. Voilà. Et après, il y a d'autres péripéties, mais elles sont. François, merci. Je crois qu'on a bien fait le tour. Ouais. Ah, on n'a pas. Oh oui, non, j'allais dire, on n'a pas parlé de fondu, parce que c'est rare que je fasse des interviews sans parler un peu fondu. Fondu savoyard, Savoyard. Bon, attends, fondu bourguignonne, c'est pas une fondue. Fondu bourguignonne, ça n'a pas existé. D'accord. Ça, tous mes copains cuisiniers sont d'accord. Fondu savoyard, oui. Sachant, c'est ça, le truc fou, c'est que la meilleure fondue, elle n'est pas savoyarde, elle est suisse. D'accord. N'en déplaise aux Savoyards. Comme le gruyère qui est suisse, qui n'est pas français. Oui, voilà. Oui. Alors maintenant, il y a un gruyère français. Ils ont le droit d'appeler gruyère français. Mais l'appellation gruyère, c'est le village de Gruyère en Suisse. Et la vraie fondue, moite-moite, le top, elle est suisse. Les Savoyards, c'est une fondue qui est laborieuse, qui s'étire un peu comme la Ligo, là. Oh, pas beau. Oh, il y a un grand fil et tout ça. C'est ni fait ni à faire. On a déjà un cadeau pour toi, cher François. Ouais. Tu sais qu'on t'aime beaucoup avec Laurent, donc on va t'offrir un très beau cadeau. Je t'avoue qu'on l'offre un tout petit peu à tous nos invités, mais il y a une raison pour cela. On va t'offrir cette très belle carte Trade République
Voilà, que je t'offre, que je t'encourage à prendre. Et cette carte, tu as 1% de tout ce que tu dépenses qui t'est rendu en safe back, donc en ETF, etc. Donc ça, tu verras sur le site, c'est très très bien expliqué, mais c'est très intéressant. Elle te fait économiser tous les frais bancaires qui sont rendus aux clients, et donc ça fait du pouvoir d'achat tranquillement. Et là, tu as 50 balles sur le compte. Alors, en plus de cette jolie carte. En général, les gens connus, ils ont 100 balles, et là, il y a des gens qui ont discuté de combien ils allaient te mettre sur ton compte. Ils ont décidé de te mettre 50 balles. Ouais, et au début, ça devait être 20, et avec Laurent, on a insisté. Donc c'est notre sponsor, c'est grâce à eux qu'on a pu embaucher Chloé. Et qu'est-ce qu'elle est allée faire, Chloé? Déjà, qu'est-ce qu'on dit? Merci Trade Republic, évidemment. Oui, pour l'embauche de Chloé. Pour l'embauche de Chloé, oui, merci les mecs, oui. Non, pas les mecs. Trade Republic. Voilà. Et Chloé, donc on l'a embauchée, on a créé un emploi, et Chloé est allée dans la rue, et elle a parlé de toi pour savoir un peu si les gens te connaissaient. Non. La réponse est non. Bah, tu vas voir. on va tout de suite le voir. Tu as juste à appuyer sur play. Si je te montre cette image. Duvis, c'est un homme qui cache des choses, je dirais. Est-ce que tu le reconnais? Lui Gérard Depardieu. Un mâle hétéro d'une 50aine d'années. Il a des petits yeux de vicieux quand même, ce monsieur. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Ah oui, je sais pas. Mais si, c'est le professeur Rollin, non? Il a quoi le professeur Rollin? Ah, c'est le professeur Rollin, oui, effectivement. Enfin, quand il était plus jeune, là, parce qu'il a changé depuis quand même. Et il a quoi le professeur Rollin? Je sais pas. Bah, il a toujours quelque chose à dire. Tu savais pas? Il a quoi le professeur Rollin? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Bah, il a toujours quelque chose à dire. Vous saviez pas? Non, pas du tout. C'est quand même dingue que vous connaissiez pas le professeur Rollin. C'est dingue que lui me connaisse pas. Parce qu'il me connaît, lui. Mais c'est pas le professeur Rollin, ça? Bah, vous reconnaissez pas le professeur Rollin? Non, là, je ne connais pas. Désolé. Et si je vous dis, il a quoi le professeur Rollin? Ah bah oui, voilà. Des cheveux, lui. Pas moi. Pas comme moi, en tout cas. Est-ce que c'est conforme à l'idée que tu te fais de ta notoriété? Alors, je me fais pas d'idée de ma notoriété, donc je suis obligé de réfléchir avant de te répondre. Non, je pense que je suis vraiment globalement très peu connu, mais là où je suis connu très très fort. Je suis d'accord. Ce qui fait que les gens dans la rue, par exemple, chaque jour, si je me promène dans Paris, chaque jour, il y aura 10 personnes. Si je me promène avec Gad Elmaleh, ce sera 400. Moi, ce sera 8-10. Mais ils vont pas me taper dans le dos et ils vont me dire des choses, la plupart du temps, intéressantes. Et je peux m'arrêter, ils vont pas me casser les couilles. Mais quand tu disparaîtras, ce qui restera de toi, c'est le professeur Rollin, comme moi, c'est Raymond Barre que j'ai branché, tu vois. Non, probablement un petit peu plus. Un peu plus, parce que les bouquins, par exemple, ne sont pas tous... Certains sont signés professeur Rollin, mais pas tous. Donc, ouais. Et moi, je veux juste te dire un truc, c'est que le nombre de questions que j'ai reçues pour François, c'est le plus élevé de toutes les coloscopies. Très loin. Parce que François est culte, et il est culte de son vivant, ce qui est très, très rare. Il y a des gens... C'est vrai, François, tu ris par modestie, mais c'est vrai. Alors, écoutez-moi, comme un pivert. Tu es acteur, auteur, animateur, chroniqueur. Tu es connu pour ton personnage du professeur Rollin, qui a toujours quelque chose à dire, personnage que tu as créé dans la série culte Palace. Tu fais partie des auteurs des Guignols qui, à l'époque, étaient drôles. Tu incarne le roi Lot dans la série Kaamelott. À tes débuts, tu étais chanteur burlesque dans le groupe que tu as créé, Tchotchouchnouga, on en parlait tout à l'heure. Tu as également été journaliste au Monde, tu as publié des dizaines de livres, tu as mis en scène des comiques tels que Palmade, Bigard, Arnaud de Samer et bien d'autres. Tu as joué plusieurs one-man shows, dont le cultissime Colère. Parallèlement à tout ça, tu es un excellent cuisinier. Tu es un père de famille exemplaire, un compagnon attentif et un ami précieux, mais tu répètes à qui veut bien l'entendre que tu as raté ta vie. Oui, raté, je sais pas si je dis... raté. Si je dis ça, raté. Raté. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense. Raté. Oui. Un raté. Oui, Ouais, raté. Ouais, j'ai pas de problème. Non, c'est vraiment, ça dépend sous quel angle, quoi. T'as raté. Sous l'angle de la vie privée, parce qu'il faut te dire un truc que je t'ai sûrement déjà dit quand on dînait ensemble, mais j'ai quand même une caractéristique, c'est que on me dit professionnellement, tu voulais faire quoi? T'avais la vocation, machin, tout ça.
tout ce qui concerne la vie professionnelle, depuis le début, depuis ma plus tendre enfance, je m'en branle totalement. Mais totalement. Et depuis, dans tout ce que je fais, tout ce qui est boulot, je m'en branle complètement. C'est pour ça que ça exclut tout projet de carrière, c'est ça que tu veux dire? Oui, ah oui. Et alors, pas tout à fait, parce que je suis rattrapé par quelque chose. C'est-à-dire, moi, je m'en branle, je n'ai jamais rien désiré, et je n'ai fait que répondre aux désirs des autres. Donc, quand j'ai travaillé avec Jean-Marie Bigard, c'est parce que ce garçon-là est venu me voir en me disant « Je pense que tu peux me servir à quelque chose ». J'ai dit volontiers, puisqu'il était sympa. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour répondre à une demande. Les bouquins, les mises en scène, la coécriture, tout. Moi, je m'en branle complètement. La seule chose qui, pour moi, a un sens sur cette terre, dans ce passage sur terre, c'est toute la sphère privée. C'est les enfants, les amis, la bouffe et tout ça. Donc, les enfants qu'on peut faire à ses amis, par extension. Voilà. Et c'est ce qui fait de moi un bon équipier. Parce que j'ai rien à te fourguer, j'ai pas d'ambition, j'ai pas envie de gagner de l'argent, j'ai pas envie de faire des manœuvres pour ceci ou cela, puisque je m'en branle. Il y a un truc que j'adore. Un truc que tu me disais, quand tu as commencé à bien gagner ta vie, tu as dit, je suis riche parce que quand je vais dans un supermarché, je peux tout acheter. Oui. Et j'avais trouvé ça super mignon. Oui, ça c'est des... Tu vois, ça par exemple, c'est une histoire qui m'a plus marqué. Maintenant, j'ai voulu gagner suffisamment d'argent pour pas souffrir comme j'ai souffert avec ma mère aux prises uniques de Versailles. Mais il n'y a pas encore des rêves inassouvis, genre t'as pas envie un jour d'avoir une chemise avec des manches, des choses un peu inaccessibles? Ah oui, dis non. Des manches longues? Ma femme, elle m'a dit, n'oublie pas de faire, parce que c'est plus moderne, n'oublie pas de faire un petit tourlet, là, un petit pli. Donc t'es brillant, t'as un public, t'as un socle, t'as des fans, tu es culte, et pourtant tu décides après 3 one-man shows d'arrêter de te produire sur scène. Pourquoi? Ah oui. C'est marrant que tu aies repéré ça. Peu de gens ont cette capacité d'analyse. C'est pas possible. Alors, voilà. Roman est payé pour dire c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Je suis trop client. C'est pas possible. Vas-y. Alors, dans tous les trucs que je fais, encore une fois que je fais parce que des gens gentils viennent me demander de les faire, il y a beaucoup de choses qui rapportent un peu facilement de l'argent. Quand j'ai travaillé pour notre défunt ami commun Ardisson, oui, bah tu vois, c'était une des première fois où je gagnais bien de l'argent, puis j'ai fait des pubs aussi en radio, beaucoup. Ah oui, Monsieur Peugeot, c'était toi. Voilà, bah oui. Peugeot 106, c'est la première fois que les hommes sont fous de la voiture de leur femme. Tu peux le dire maintenant. Tu l'as valorisé quand à l'époque tu touchais de l'argent, mais tu l'as croisé et tu m'as dit que c'était un sale con, Monsieur Peugeot. Dans le privé. Non, sale con, non, mais c'était non. Bah, c'était un monomaniaque, quoi. Ouais. Il faisait une collection de leviers de vitesse qui te faisait visiter, ça durait 2 heures, c'était interminable. Enfin bon, c'est pas de ça qu'on voulait parler. Il y a eu un petit bruit sur ta relation avec Madame Peugeot. Ouais, mais non. Il y a eu une petite sympathie, pas plus. Pas plus. Non, pas plus. Ok. Et alors voilà, et donc sinon, il y a une chose que je fais faute de... Enfin oui, je fais là aussi parce qu'on me l'a demandé, c'est des spectacles tout seul. Donc c'est parce que Dragutin m'a dit viens faire un spectacle à mon théâtre à Cergy. Alors on s'y est mis, il m'a donné un coup de main. Et donc Hirondelle voilà. de saucisson le premier. Hirondelle le premier, c'est mon défunt ami Jean-Claude Fage des Hautes-Alpes qui me dit viens, j'ai un centre de stage, viens faire un truc. Voilà. Colère le deuxième. Colère, ouais, c'est un peu à l'appel de Dragutin, c'est dans mon amitié avec Dragutin qu'on se dit on a envie de rester encore ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On remange une choucroute? Bah non, la troisième elle va pas passer, donc on va plutôt écrire un truc, voilà. Et le troisième? Et après les autres, Rib me pousse un peu à ce moment-là, avant qu'on se fâche, et puis Rib, après... avec lequel tu as fait Merci Bernard et Pallas, et qui t'a un petit peu enculé sur des droits d'auteur? Oui, il y a eu une lourde affaire sur... non, il n'a pas réussi à m'enculer, mais il a essayé. C'est sur les pubs de la MAF et tout ça. Il a à un moment donné oublié qu'il y avait des co-auteurs à Pallas, donc ça l'a fâché avec moi et avec d'autres co-auteurs qu'il avait oublié de mentionner. Mais bon, et toi, perso, t'es assuré à la MAF? Non. Non, t'es vraiment, comme on le disait avant, une petite pute du showbiz qui bouffe à tous les râteliers.
La MAF, Monsieur Peugeot, tu n'as pas de Peugeot et tu n'es pas assuré à la MAF. Non. Et voilà. Et donc, je fais des spectacles tout seul. Comme tu sais, toi aussi, c'est ce qu'il y a de plus exigeant. Parce que le cinéma, c'est des vacances très bien payées, donc aucun problème. Tu tournes de plus en plus, on en parlera tout à l'heure. Ouais, d'accord, je t'en reparlerai, mais de plus en plus, en partant de zéro, c'est pas dur de doubler la mise. Mais donc, je fais des spectacles, c'est compliqué, c'est un investissement, puisque moi, personne ne m'a jamais produit. Donc, vers la fin, tu as eu... Comment s'appelait-il ton producteur ? Non, Grégoire. Grégoire n'était pas mon producteur, Grégoire était mon associé, et Grégoire a travaillé principalement avec mon argent. C'était une très bonne association, mais Grégoire n'a pas sorti de son chapeau 300 000 francs pour les mettre sur moi. Il n'avait même pas de chapeau, donc comment aurait-il pu faire ? Comme a fait Ruquier avec De Dienne, tu vois, ça c'est un producteur à proprement parler, qui dit, tiens, voilà, hop, je mise sur la carrière, je te sais là. Non, Grégoire, on était associés, il a négocié pour moi plein de trucs, et c'est un mec très avisé, et ça reste mon ami. Mais donc... T'es ami avec un nazi. Il s'appelle Führer, en effet, oui. Mais c'est avec 2 R, et pas de H. Ah, pardon, autant pour moi. Et donc, on fait ce spectacle, 2017, c'est à l'Européen, et on a une presse qui vient me chercher des poux dans la tête, ce qu'elle n'oserait plus faire aujourd'hui, simplement parce qu'à un moment donné dans le spectacle, je parle, parce que je dis qu'il faut aussi peut-être parler, pas que de trucs complètement poétiques, alambiqués et foufou, parler un tout petit peu aussi de notre réalité. Et donc, je parle de l'immigration, entre autres, petits problèmes comme ça. Et je dis des choses qui vont pas plus loin que... Pour un certain nombre de gens, ça pose question, ça fait un problème. Et si on veut avancer bien, faut pas nier que ça leur fait un problème. Faut pas leur dire non, t'es con. Faut leur dire ça te fait un problème, on va voir ce qu'on peut faire. Faut prendre en compte ça. C'est à peu près ça le message qu'il y a au milieu de plein de trucs drôles dans le deuxième spectacle de Rollin sur Rebif. Parce que les gens t'avaient collé l'étiquette comique de gauche France Inter. Oui, il m'avait collé ça, en effet, et je trouve que ce que j'ai fait là était toujours de gauche France Inter, c'est-à-dire c'était honnête, lucide, progressiste, humaniste. Voilà. Et donc, une presse avec un peu les Inrocks, Télérama, Le Parisien, me démolit, mais vraiment comme le dernier des fachos. Ça y est, François Rollin a viré à droite, au mieux c'est le Canard enchaîné. Comme ce qu'on dit Donfray en ce moment. Non, même pire, parce que Michel Onfray, que j'aime beaucoup, il est sur le même terrain, donc ses ennemis sont à peu près toujours les mêmes et tout ça. Là, c'est vraiment tout d'un coup, dans un spectacle où tous les soirs, 250 personnes rigolent à gorge déployée, et la presse qui vient écrit que c'est un brûlot, un autre connard, mais tu vois, comme l'histoire m'arrange bien, un autre connard qui m'a descendu à ce moment-là, c'est quand le gentil Laurent Ruquier, qui avait lui très bien compris le spectacle, m'a invité dans son émission. Lui était pas idiot, il a compris que c'était un spectacle très rigolo. Donc lui a fait partie des gens qui m'ont comme ça démoli sur une espèce de bien-pensance gluante et épouvantable. Tous ces gens qui m'ont démoli, qui eux contredisent à chaque instant le mode de vie et la philosophie qu'ils prônent. Bon. On voit bien ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ça y est, maintenant, il n'y a plus personne, à part toi, qui ne sait pas que c'est vraiment un très gros connard. J'ai rechié, c'est marrant, hein, comme c'est technique. Et donc, tous ces gens font que, au moment, vous sentez, vous au moment où on on continue faire une tournée pour amortir, parce que comme tu sais, comme tu sais, chaque fois qu'on joue à Paris, dans un théâtre à Paris, on perd de l'argent. Troisième fois, j'ai un petit reliquat de... Et donc, on perd de l'argent. Là, j'en perds un petit peu à l'Européen, mais un petit peu comme tout le monde. Et il faut se refaire en tournée pour qu'au moins on ne soit pas monté sur scène pour y perdre de l'argent. Et ma tournée tarde à se vendre, enfin ne se vend pas. Parce que les organisateurs, les diffuseurs en province s'attachent beaucoup à la presse parisienne. Et donc, un moment, je vais même te dire, parce que c'est très rigolo, l'épilogue se passe avec Farid Bouabdella, qui est un mec qui est à Saint-Étienne et qui est vraiment un super mec, qui fait le... Par rapport... ouais, c'est un saint, Farid Bouabdella. Et c'est qui ?
C'est un animateur culturel à Saint-Étienne qui fait un festival qui s'appelle peut-être maintenant Art Comique et qui s'appelait un moment... On l'a fait, ça, Roman, non? Voilà, bon. Art Comique, non? Je sais plus. Donc, bon, et alors, j'ai été devenu copain avec ce mec-là parce que il m'a embauché, avec la mairie, ils m'ont embauché pour faire des missions sociales, artistico-sociales, tu vois, des trucs comme ça. Des médiations. Là, t'as eu des rumeurs d'attouchement aussi, voilà. t'as eu un petit truc là. Petite affaire encore, non? Et un soir, je suis avec Farid et on discute de tout. Et il me dit comment il est content que son prochain festival, il me dit, j'ai bien négocié. Je vais dire des chiffres qui sont pas les bons, mais il me dit, j'ai eu le compte de Bouderbala, notre copain Samy. Je suis content, j'ai réussi à le décrocher à 22 000. Vizorek, je l'ai eu à 18 000. Machin, je sais pas quoi. Farid, là, je suis encore en négociation. Et puis Régis Maillot, je vais peut-être l'avoir à 12 000. Et puis je dis, et moi, puisque je suis programmé, dis-toi, je t'ai eu à 3 000. Et il le dit avec la plus grande gentillesse, la plus grande sincérité. Alors j'appelle immédiatement mon associé, Grégoire, que tu as nommé, et je lui dis, Grégoire, si à mon âge, j'en suis à être obligé de vendre au rabais les spectacles, si je vaux moins que le dernier arrivé des faux humoristes, des sous-stand-uppers et tout ça, alors on arrête tout. C'est pas grave, ça m'est égal, ça ne me manquera pas. Et t'as pas peur que, déjà dans les commentaires, les gens disent Rollin, il est aigri? Ça fait très très longtemps que j'y pense à la notion d'aigreur. Ce serait miraculeux que je ne sois pas un peu aigri. Et je vais te dire, tu peux m'applaudir de l'être si peu. Parce que comme le ratio entre mes qualités telles qu'elles sont reconnues par des gens à qui je fais plaisir, à qui je fais du bien, et les récompenses que j'ai reçues, c'est-à-dire aucune, bien sûr pas en argent comme je viens de te l'expliquer, mais pas non plus, j'ai eu aucun prix, je n'ai même pas été pressenti pour avoir le sous-prix de la SACEM ou rien, je n'ai jamais rien eu. La vraie récompense, c'est le public. Tu cours pas après les médailles comme notre ami Jean-Marie Bigard. Laisse-moi finir une phrase. Une phrase. Parce que moi, les aigris, tu sais ce que j'en fais. Non, mais sérieusement, ta récompense, c'est d'être culte et que les gens t'idolâtrent. Tu peux pas savoir si, ou alors c'est de la fausse modestie, mais en quels termes les gens parlent de toi tout le temps? Non, ça se peut pas tout à fait. Ah ouais, donc tu mets ma parole en doute. C'est pas possible. Attends, stop. Tu mets ma parole en doute. Je t'oppose juste une réflexion. Le réel, c'est quand tout converge. Et ce que nous racontons là montre bien qu'on n'est pas dans le réel, parce que tout ne converge pas. Je comprends pas ta réponse. Non, moi, tout ce que je te dis, c'est que je connais beaucoup de gens qui t'idolâtrent et que tu es payé en retour de ton talent et de ton statut particulier d'un mec brillantissime. À quel endroit je suis payé? Bah, t'es payé par cette info. Oui, d'accord, oui. Oui. Il y a bien des gens qui t'arrêtent dans la rue pour te dire à quel point ils t'aiment. Oui. Bon, bah alors, qu'est-ce que tu nous casses les couilles? Je sais pas, quand on aura fait le compte... Tu veux quoi, une médaille? Quand on aura fait le compte, ils sont peut-être 20 000, ou même pas. S'ils sont 5 000, c'est pas un parcours magnifique d'avoir plus à 5 000 personnes. Alors, je vais tout te dire. Tout, puisque c'est une coloscopie. Je suis, de ce point de vue, comme des proches, je ne suis pas inquiet sur ce qui se passera après ma mort. Je suis même très confiant. Voilà. Mais il faut d'abord que je meure. Et je suis pas pressé. Ben non, puis t'as pas intérêt, tu viens de faire un bébé, c'est pas... Oui. On va en parler. Dans tous les commentaires que j'ai reçus sur toi et toutes les questions que j'ai reçues sur toi, j'ai reçu une question qui était vachement rigolote. Vachement rigolote. Oui, rigolote. On modernise un peu les expressions. Et rudement batte. C'est un type qui est donc fan de Kaamelott, qui a lancé une pétition pour que Alexandre Astier fasse un spin-off de Kaamelott autour du Roi Lot. Oui. Donc, juste sur toi, un épisode que pour toi, ou alors une série que pour toi, etc. Et il y avait déjà plus de 15 000 signatures, et le mec faisait ça tout seul dans son salon. Donc non, il n'y a pas 3 000 personnes qui t'aiment. Je pense qu'on est plutôt proche de plusieurs millions. Comme je te dis, je n'ai jamais reçu autant de commentaires. Tu veux qu'on appelle Lara Fabian? Elle a écrit pour qui la chanson? Il y a trop de gens qui t'aiment, à ton avis? Ta modestie t'honore, mais elle te dessert. Elle l'a écrite pour mon copain Jean-Félix Lalanne. C'est le deuxième Lalanne que je nomme aujourd'hui. Deuxième frère. Et au bout de le troisième frère, je ne le connais pas. Alors, parallèlement à ça, côté vie privée, tu as eu 5 enfants en 3 accouchements. Comment c'est possible, ça?
Parce que j'ai eu une première paire de jumeaux, garçon-fille, une deuxième paire de jumeaux, garçon-fille. C'est pas un peu honnête de dire paire de jumeaux? Non. Toi qui es attaché à la langue française? Oh là là. J'ai eu des jumeaux, mais une paire de jumeaux. C'est possible que ça le soit. Mais alors, c'est vraiment rentré dans l'usage. Hein. On va pas faire l'inventaire de tout ce qui est rentré dans l'usage. Non. Et qui n'est pas français. Non, c'est vrai. Et donc, tu m'as coupé la dernière, mais une dernière fille. Donc, tu as eu des jumeaux, les premiers, ils ont... Les premiers, les grands, ils ont 33 ans. Ouais. Les seconds, ils ont 30 ans. Et à 69 ans, tu remets le couvert. À 69 ans, tu remets le couvert. Ouais. Tu fais un enfant. C'est pas l'expression la plus juste par rapport à ma démarche. Bon, tu remets ta bite dans une chatte afin de féconder une femme que tu aimes. Ouais. Non, c'est pas bien non plus. Non, tu dirais quoi? Je dirais, je retourne vers ce qui est le plus important pour moi sur la Terre. Ce que je t'ai dit en commençant. Voilà. C'est quand même un vrai sujet que de faire un enfant à un âge avancé. Oui, c'est un vrai sujet. En fait, l'histoire me donnera raison ou pas, suivant l'âge auquel je partirai. Donc, si je pars dans 5 ans, on aura eu raison de dire, quand même, c'est vraiment... C'était... Mais ta fille a 3 ans. 4, ouais. Même si tu pars dans 20 ans, ça sera... Non, ça va. Si je pars dans 20 ans, ça va. Et 20 ans, je peux y arriver. 20 ans, je peux le faire. Bien sûr. Et là, ma fille aura 24 ans. Ça va, je lui aurai donné tout ce que je peux lui donner. Elle sera... Mais tu me dis si c'est trop perso, on parle d'autre chose. Non. Parce que c'est un vrai sujet quand même. C'est une conversation que tu as eue avec ta femme. C'est elle qui souhaitait avoir un enfant? Non, c'est moi. C'est toi? C'est moi. Je souhaitais l'avoir plus tôt, mais quand je l'ai connue, il y a 15 ans, elle se trouvait, elle avait raison, un peu trop jeune pour faire un bébé. Donc, elle m'a dit, attendons un peu. Attendons que tu sois vieux, t'as dit. Je lui ai dit, attendons, mais sache que pour moi aussi, l'horloge tourne. Donc, essaye de te décider quand je suis pas trop vieux. Puis voilà, elle s'est décidée un peu plus tard. Mais moi, ma détermination était la même. De toute façon, on a une grosse différence d'âge et je ne la sens pas, et je ne la vis pas. Dans les magasins de vêtements, ça m'atteint même pas quand j'essaye un jean et qu'on dit « Qu'est-ce qu'elle en pense, votre fille ?» Ouais, c'est pas ma fille, c'est ma femme. Oh, pardon, non, me demandez pas pardon, c'est logique que vous pensiez que c'est ma fille. En effet, c'est ma vie. Je vis pas comme tout le monde. Il y a plein de choses que je vis pas comme tout le monde. Et parfois dans les boutiques, est-ce qu'on dit de ta fille qui a 4 ans, qu'est-ce qu'elle en pense de votre femme? Et tu fais non, c'est ma fille. Ça arrive, ça? Ça doit arriver dans certaines boutiques, mais ce sont des boutiques où je ne vais pas. Ce sont des boutiques où les gens picolent énormément. Mais il y a des gens célèbres qui ont fait des enfants très tard. Mick Jagger, Al Pacino, tu devais avoir une liste que tu as oubliée. Alors, De Niro, c'est 83, donc c'est infiniment plus tard que moi. C'est... Pacino, c'est 86, non? 82. Et en fait, celui qui est plus proche de nous et avec qui j'ai parlé de ça, c'est Gérard Darmon, qui a fait aussi à 69 un enfant. Et voilà, on a échangé au téléphone et c'est très agréable d'échanger avec lui parce que il dit bien les choses. Il dit laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Tu comprends, moi depuis que cette question s'est posée, je me dis oui, bien sûr, ce serait mieux si je suis encore vivant quand ma fille a 50 ans. Mais alors on dit mais tu peux peut-être mourir. Je pense aux enfants. Excuse-moi, je vais dire un truc pas rigolo, mais je pense aux enfants de Gaspard Ulel. Il est beau, en pleine santé, il a aucune raison de mourir, il meurt. Et les enfants, ils sont tout petits. Bon, alors... je vais rajouter à tous les métiers que tu fais, je vais rajouter plombeur d'ambiance. Et donc, essayons pas d'être plus forts que... Est-ce que ça a posé problème avec tes enfants, tes grands-enfants? Probablement un petit peu, mais ça n'a pas été trop dit. Il n'y a pas eu de conversation sur papa à ton âge Si, un petit peu, mais je ne l'ai pas alimenté, la conversation. J'ai dit, j'entends bien, je comprends bien votre réticence, qui n'était pas celle de tous d'ailleurs, mais enfin, sur les 4, il y en a bien 2 qui n'étaient pas chaud. Et puis, je le comprends.
Je le comprends, comme ma belle-mère aussi, ça lui fait tout drôle quand même que sa fille vive avec un monsieur qui est nettement plus âgé qu'elle. Bah, je le comprends, je ne lui en veux pas. Elle est belle, ta belle-mère? Elle est belle. Elle est pas mal pour son âge. Souvent, on va pas se mentir, souvent elles sont moches. Les belles-mères sont moches. Ouais, Toi, ta belle-mère, elle est moche. Non, je ne me prononcerai pas. J'en ai eu une avant qui était un peu Et quand moche, même, il y a des moments où ton âge te trahit. Quand, par exemple, chaque midi, tu regardes les 12 coups de midi. Ouais. C'est quand même un truc de vieux. Non, il y a des jeunes qui le font tout autant. Alors déjà, je regarde pas tous les midis. Ensuite, j'ai une raison que tout le monde n'a pas, qui est que je suis copain avec Jean-Luc Reichmann. Bien que maintenant, je suis de moins en moins copain parce que je trouve qu'il fait vraiment un peu de plus en plus de la merde dans cette émission. Moi perso, quand on me demande mon avis, je dis c'est une tâche. Mais bon, non. Et par rapport à... non, on est descendu au fond des chiottes. Oui. D'autres trucs qui trahissent ton âge, tu jardines en caleçon avec des savates. Ouais, parfois, oui. Alors ça, c'est un truc que je partage avec Jean-Luc Lemoine, qui a fait cette confidence, ou cette confession même, on peut dire, une fois dans une émission, qui a dit, dès que je rentre chez moi, le premier truc que je fais, j'enlève mon pantalon. Voilà, c'est comme quand on entend les nudistes dire qu'ils comprennent même pas comment les textiles peuvent vivre comme ça. J'ai lu cette phrase dans un article sur Morandini. Non. Et voilà. Et donc, oui, alors ça, c'est... Ouais, j'aime bien. Si tu veux, je sais que je passe pour un intellectuel. Je sais que même, d'une certaine manière, oui, je suis un petit peu un intellectuel. Mais je suis quand même, moi, je me vis et je me veux profondément paysan. Mon père m'a appris la nature, la terre, la forêt, les champignons, les feuilles des arbres qui tombent en automne. Ouais. Et elles veulent que cette chute ait la grâce d'un vol. Ouais. Intellectuel, mon cul. Parce que l'intellectuel, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il raconte l'histoire de Jean-Jean le pigeon. De Boubou le hibou, et de Tintin l'écureuil. Oui. Tu parles d'un intellectuel. Ben, ce sont des aventures très très complexes et qui peuvent emmener très loin. Raconte-nous. Le hibou. Tu as oublié Zibouin-Bouin le lapin. J'ai pas voulu en parler par pudeur, parce que j'ai pas eu des très bons échos sur Zibouin-Bouin, la tête coincée dans le terrier avec. Je cautionne pas toutes tes histoires. C'est le 4e larron, et présentement, parce que peut-être il disparaîtra, il ne laissera peut-être pas une trace dans l'histoire, mais ce sont des êtres qui ont d'abord la capacité de parler. Jean-Jean le pigeon te parle, il te dit des choses, et il te dit Laurent, j'ai l'impression que tu es un petit peu triste. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi pour que tu sois plus content, que tu es heureux du bonheur qui vient dans ta vie et dans tes yeux? Alors voilà, donc Jean-Jean le pigeon, il a cette qualité-là. C'est la fonction du pigeon. C'est de déceler la tristesse dans les yeux des gens. Non, c'est pas ça. Non, mais il est plus humain que le plus humain des humains. Voilà. Et pourtant, il vole. Ce qui n'est pas le cas. J'ai l'impression que tu as envie de te retrouver dans un tribunal avec lui. Ça te ferait plaisir. Non, il osera jamais. Il osera jamais. On fait pas une thématique. Écoute, on a déjà eu des affaires comme ça ensemble, tu t'en souviens, on va pas les évoquer maintenant. Et moi, ma position a été, je dis ce que je crois être la vérité, et si l'autre pense que c'est diffamatoire, il n'a qu'à m'attaquer. Voilà. J'ai pas dit 36 000 trucs, j'ai dit que est antisémite. S'il m'attaque en diffamation, je prouverai qu'il est antisémite. On va mettre un disque. On va mettre une variété. Et sinon, connard, on est dans le registre de l'insulte. Voilà. On va écouter un peu de musique. Alors, le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Tu ne vas pas t'y mettre. Roman, non, en plus, ne lui faisons pas tant d'honneur, parce qu'il y a toute une série de trous de cul qui... Trêve République, merci de nous soutenir. Il n'a pas tant d'importance que ça non plus. Non, alors, pas plus que ça. Là, c'est pour ça, là, on a rigolé. Je rigole aussi avec ça, parce qu'il n'a pas tant d'importance. Voilà. Je suis pas mal à l'aise. Hein. Oui, professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Alors, l'affaire Epstein ou Epstein, qu'est-ce que tu as à dire? Tiens, voilà bien un autre gros con. Ah oui, un gros con antisémite. Ici, il y a quelques jours seulement encore... Epstein non. Celui qui a dit Epstein. Ah non, pardon, Epstein...
Bon. D'accord. Il y a quelques jours, je revoyais un documentaire, il y en a beaucoup sur Arte, c'est précieux, des documentaires historiques extrêmement douloureux sur la Shoah, là c'était sur la Waffen-SS. Quand tu regardes juste celui que j'ai vu ce soir-là, 1 heure juste, et dis-toi que si tu as vu ça, si tu as le minimum de connaissance de ça, pour faire la moindre blague antisémite, antisémite, il faut être soit un con, soit un salaud. Soit un juif. Non, mais non, ils font pas des blagues antisémites. Ils font des blagues sur le folklore juif. Oui, voilà, autograttantes. Mais c'est pas des blagues qui les associent. Les blagues de ceux dont nous avons parlé là, ils les associent à. Mais je voulais pas te faire parler de la personne que tu évoques, mais de l'affaire en question. Bon, t'as rien à dire de plus que ce que tout le monde dit, que c'était dégueulasse et voilà. Alors, François. Je réfléchis. Non, écoute-moi, recentre-toi là. Le wokisme. Oui. T'as toujours quelque chose à dire? Oui. Le wokisme. C'est navrant, oui. C'est navrant. Non, essaye d'être plus court. C'est un peu trop long, c'est navrant. C'est un truc d'arriérés mentaux, de réactionnaires, tout simplement. Ils se pensent progressistes, ils sont réactionnaires. Et voilà, et ils sont enferrés dans des positions figées qui s'apparentent à la bien-pensance, à laquelle je dois ma chute, une de mes chutes. Voilà, donc c'est très navrant, et c'est d'autant plus navrant que ces gens-là pensent, comme les bien-pensants justement, être du côté du bien, et ils font même le travail contraire de ce qu'il faudrait faire. Tu vois, quand ils viennent nous dire, je sais pas quoi, ils viennent exiger qu'il y ait au moins un homosexuel parmi les membres du comité d'action du bien. Ça fait des quotas comme on faisait avec les Noirs ou les Arabes. Ça ne convainc pas plus ceux qui sont déjà convaincus, il n'y avait pas besoin. Et ceux qui ne sont pas convaincus disent, oh là là, voilà. C'est réducteur pour eux. Tu vois, par exemple, il y a un garçon pour qui j'ai beaucoup d'amitié. C'est Jean-Philippe Janssen. Ouais. Et parce que Jean-Philippe, il a fait un spectacle sur son coming out, non, même pas, sur son homosexualité. Et quand j'ai vu ce spectacle, je l'ai vu à Dinard la première fois, et j'ai laissé traîner mes oreilles plein à la sortie, et les gros beaufs du festival de Dinard, tu vois, enfin oui, des gens de la France profonde et tout ça, ils disaient des choses qui voulaient dire au fond, eh ben écoute, tu vois, comme quoi un homosexuel, ça peut être hyper drôle et hyper sympa. Et vraiment, je lui ai dit à Jean-Philippe, c'est bien parce que ce que tu fais, eh ben concrètement, c'est vachement bien pour faire avancer le bouchon et pour faire reculer l'homophobie. Concrètement, c'est vachement bien. Tu trouves, toi, que cette petite pédale fait reculer l'homophobie? Ouais, voilà. Alors que d'autres... Pourquoi tu me regardes bizarrement? D'autres grosses pédales qui sont dans une espèce de revendication et d'agressivité font pas avancer. Moi, je m'en fiche, j'ai pas de problème avec les homos, ni avec les juifs. J'ai plein d'amis homos, peut-être même ils sont vaguement majoritaires, et plein d'amis juifs, ils sont peut-être aussi même. Moi, j'ai coupé les ponts. J'ai été plus radical. Je crois que c'est l'émission pour laquelle on va avoir le plus de commentaires. Là, sans problème. Pourquoi? Là, parce que les gens, ils réagissent à tout, et ils surréagissent à tout. Qu'est-ce que j'ai dit, et là, on est tellement dans des débats touchy que... Alors, toi, en tant qu'intellectuel et amoureux des lettres, l'écriture inclusive, tu dois détester, non? Oui, c'est grotesque. C'est moche, déjà. Déjà, c'est moche. Je pense pas t'avoir posé la question. Ça complexifie la compréhension. Donc est-ce que je t'ai posé la question? Et justement, c'est juste, et c'est comme ce que je citais avant, c'est contre-productif comme démarche. C'est-à-dire que ça fâche des gens avec la langue française. Un jeune d'Aubervilliers, quand on vient de lui dire qu'il faut faire l'écriture inclusive, putain, c'était déjà prise de tête, ça le fâche avec tous les profs de français de la Terre, ça le fâche avec la langue française, ça le fâche avec l'écriture, bordel. Alors laisse-moi écrire OKLM et puis va te faire enculer. Donc c'est contre-productif. Alors on va te faire enculer ER. Et pas et. Et pas et. D'accord. C'est contre-productif. Moi, j'ai fait beaucoup de choses sur la langue française. Des dictées. Petit peu avec toi, avec des dictées, et puis un petit peu avec toi. C'est par toi que je me suis fait un ami bien sûr, du grand Robert, du grand Alain Ray. Et on a fait quelques tables rondes, conférences où on était ensemble. Et
on disait qu'on ne veut pas s'adresser à des universitaires qui ont une opinion sur la réforme de l'orthographe. Non, on veut que ce trésor-là, ce patrimoine merveilleux, soit partagé par tous. Et on avait l'expérience, j'ai toujours, et grâce à lui, l'expérience que non, jusqu'aux couches les plus socialement décalées, jusqu'aux quartiers les plus quartiers, si ils sont attachés à la langue française aussi, elle leur appartient autant qu'elle m'appartient. Mais pour ça, faut pas aller les prendre de haut en disant « Oh, mon garçon, je vais t'expliquer comment on accorde le participe passé. » Non, il a sa lecture, sa façon, et quand je l'approche en lui disant « J'en ai une qui va t'intéresser », il est content, il est d'accord pour s'améliorer. Il me dit, mais alors, ouais, vas-y, explique-moi. Je sais pas du tout faire l'accent des banlieues, hein, mais non. Explique-moi ce que c'est une métaphore exactement. C'est plutôt pied noir, ça. Bon, oui, je t'ai dit que je sais pas. Et puis quand il se l'approprie, la langue française, dans le rap, c'est très brillant. Oui, voilà. Il y a des choses très brillantes, il y a des choses que je déteste, il y a des choses très très brillantes. Oui, Alors, on va continuer. Alors, Pierre Palmade. Pierre Palmade, c'est ton ami. Tu te fais un peu engueuler des fois quand tu le défends, tu donnes l'impression de le défendre, parce que c'est un truc qui a bouleversé la France. Et d'un autre côté, tu dis un truc qu'on peut entendre, c'est une fois qu'il a payé, il n'a plus le droit de travailler. Pourquoi c'est ça un peu que tu dis, non? Oui, et puis j'ai dit au début déjà, j'ai dit une chose, j'ai dit il a fait une énorme connerie, je l'ai su quasiment d'emblée, j'ai pas été dans les prioritaires de l'information, mais ça reste mon ami. Ça reste mon ami qui a fait une énorme connerie. Mais une énorme connerie. Une connerie impardonnable. Oui, j'ai un ami qui a fait une connerie impardonnable. Mais c'est mon ami. L'histoire l'histoire a dit, nous a liés par une espèce de fraternité. Et il a fait une connerie impardonnable. Ouais, mais s'il n'y a pas moi pour dire que c'est encore quelqu'un et il n'y a pas moi pour lui pardonner, alors il y a qui? Il reste quoi? Il reste quoi pour se refaire une santé, pour se refaire une vie? Il reste quoi après la faute? Où est-ce qu'il y a un bout de rédemption? Voilà. Donc moi j'ai juste joué ce rôle-là et j'ai juste dit ça. Alors après, les gens qui m'ont dit ah oui, vous volez au secours de votre ami? Non, je vole pas au secours de mon ami. Sachez que mon ami, il est très très mal de ce qu'il a fait, on le comprend, il y a de quoi, et que je lui dis pas qu'il faut pas être mal, si, il faut être mal, mais maintenant, il faut essayer de laisser une place pour la vie. Maintenant, comme on a bien dit, comment il a détruit un gamin, la femme enceinte, pareillement, un peu moins détruit, le père. Il y a une certaine forme d'indécence à parler du bien-être de Pierre Palmade, qui passe très très loin derrière, tous les destins qu'il a brisés. Ouais, tous les destins qu'il a brisés, ça fait 3, donc c'est pas... Non, 3 plus les dommages collatéraux, la famille, les amis, Non, c'est plus que 3. Ouais, enfin, non, toi, il a pas brisé ton destin. Non, je te parle des parents, par exemple. Ah oui, d'accord, oui. De la famille, il a fait, les parents de cette famille. Il a fait beaucoup de mal, mais j'en suis d'accord, je le sais. Mais après, comment on sort de ça? Tu sais, c'est comme dans les querelles conjugales, par exemple. À un moment donné, ouais, c'est vrai, vraiment, tu t'es mal comporté, ou je me suis mal comporté. Bon, maintenant, on a bien tout mis sur la table, tous les trucs, tout l'incendie, on a bien soufflé sur les braises. Maintenant, comment on sort de ça? Est-ce que c'est pas le plus important? Comment on sort de ça? Pourquoi? Pour retourner dans la vie, dans quelque chose qui ressemble à de la paix, à de l'amour, à du bonheur, à ce qu'on recherche tous, soi-disant. Voilà, avec Pierre, j'ai bien dit, je n'ai jamais souhaité qu'il échappe à la justice. J'ai souhaité en secret que la justice lui inflige une peine à hauteur du mal qu'il a fait. Tu trouves que la peine, elle était à hauteur du mal qu'il a fait? C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Beaucoup de gens qui pensaient qu'il allait connaître l'impunité pensaient que si c'était pas l'impunité, au moins, ce serait un peu symbolique. C'est quand même plus que symbolique. Bon, après, je suis pas juge, je suis pas là pour. Je pense que ça n'aurait rien apporté de plus à la famille qui prenne 10 ans au lieu de 5. Bon, mais voilà, je te dis maintenant, une fois qu'on a dit tout ça,
Quelle porte? Moi, pendant des années, j'ai été hanté par l'angoisse de mort, et notamment par l'idée que on est là comme ça, il se passe des belles choses, on est sympa, je vois t'as des beaux yeux, je t'aime bien, t'es mon copain. Et puis, si ça se trouve, tout à l'heure, tu sors, et puis le plafond, il y a une poutrelle du plafond qui tombe, et puis c'est mort. Tous tes projets, toutes tes coloscopies, tous tes trucs, tous tes spectacles, tous tes copains, tous les trucs avec tes enfants, tout ça disparaît une seconde. Bon, tout s'arrête, comme ça, sans aucune raison. Encore si c'est dans un attentat, c'est un peu glorieux. Mais non, je dis ça et je blague, mais je veux même pas blaguer là-dessus, parce que j'ai pensé aussi à ça pour le Bataclan et toutes ces choses. Tout s'arrête, t'as rien fait de mal, et Charlie, voilà, Cabu, il a rien fait de mal. C'est un bon vieux papy qui... Bon. Tinius, mon pote, et tout ça. Bon, ouais. Tout s'arrête d'un seul coup. Et moi, pendant des années, donc, hanté par ça, j'en ai parlé un moment à une psy, et un jour, elle m'a dit, écoutez, ça parle pas beaucoup les psys, mais un jour, elle m'a dit, écoutez, je suis d'accord avec vous, je vais vous le dire, vous avez raison. En effet, ça peut s'arrêter d'une seconde à l'autre, sans aucune bonne raison, et vous ne pouvez pas vous mettre à l'abri de ce risque que ça arrive d'une seconde à l'autre. Je suis d'accord avec vous, mon cher, définitivement d'accord. Voilà. Maintenant, on fait quoi ? Maintenant qu'on a dit ça, on fait quoi ? Voilà. Non, mais moi, je suis pas autorisé à juger ou avoir un avis. Et après, c'est que des ressentis perso. Mais Bertrand Cantat, qui fait 4 ans de tôle après avoir tué une femme à coups de poing, je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. Ouais. Il s'en sort bien, il n'a pas beaucoup de... Je pense qu'il n'a pas la repentance qu'a eu Pierre. Ce qu'il a raconté, ce qu'il a fait, la façon dont il s'est réapparu en public. Mais bon, en même temps, je ne suis pas juge, mais je sais qu'au fond de mon cœur, je partage avec toi quelque chose. Je trouve qu'il aurait mieux fait de se faire un petit peu rare. On va rester dans les sujets délicats, touchy. T'es plutôt mer ou montagne ? Je me sens piégé parce que il y a une destination de vacances que tu ne nommes pas. Pourquoi tu la nommes pas, je sais pas, mais la campagne. Ouais, voilà. Donc, parce qu'on est en période électorale et je sais pas si on a le droit de dire campagne. Sors pas des explications confuses. Mer montagne. Voilà. Ouais, et puis c'est le genre de question, on va encore se prendre un procès. Tu vois, c'est touchy, quoi. Delphine Ernotte, c'était ta grande copine. Non, elle est pas morte déjà. Non, j'ai pas dit qu'elle était morte. J'ai dit que c'était ton amie. T'étais très proche de Delphine, de voir aujourd'hui que la statue du commandeur s'écroule, que les frais de bouche, tout ça. Je me représente même pas du tout qui c'est. Là, j'ai fait un effort depuis que je suis retourné sur France Inter de voir à quoi ressemble Adèle Van Rett. D'apprendre à peu près son nom, mais en plus elle vient d'être virée, et Amy De Jong à France Culture et tout ça. Je fais des gros efforts, mais tout ça, Sibylle Veil, maintenant je vois à peu près qui est cette personne, mais après elle m'en demande pas plus dans le milieu de la télévision. Mais Ernotte, c'est celle qui dirige France 2, elle a eu 2 mandats et elle a foutu tous les vieux de 50 ans, de 50 ans dehors. Combien de secondes j'ai mis les pieds dans la télévision publique dans les 5 ans qui viennent de s'écouler? Non. 3 secondes peut-être? 4? Et dis-moi, t'es pas rancunier de retourner à France Inter? Ils t'ont viré comme une merde, c'était pas les mêmes dirigeants. Non, c'était pas les mêmes. Mais la blessure c'était encore douloureux, non? Tu vois, ça rejoint un petit peu l'histoire d'avant. C'est-à-dire, d'abord, il faut nuancer parce que... C'est Fon qui t'a viré? C'est Patrick Cohen qui m'a viré. Mais non, c'est pas lui qui m'a viré. Il m'a fait virer par Françoise Bosque, non, je sais plus, Laurence Bosque. Voilà. Lui n'a pas fait le travail lui-même, mais tout m'indique, et des sources concordantes m'indiquent que c'est lui qui m'a poussé dehors. C'était très, très désagréable. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que dans les endroits où je passais, il y avait des tas de gens qui faisaient leur chou gras et leur miel de ce supposé conflit avec Patrick Cohen qui n'était même pas ouvert. Et j'ai appelé Patrick Cohen pour lui dire « Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on dise que non, ça va, il y a rien. » Puis justement, qu'on redonne une place pour vivre et tout ça. Enterrons les haches de guerre, surtout les vieilles, elles servent pas à grand-chose, et il y a un moment, elles ne font jouir que ceux qui font pas partie de l'affaire. Quand tu dis
enterrons les haches de guerre. C'est-à-dire que tu serais ouvert à l'idée d'un dîner avec... Oui, mais une fois qu'il aura vu les images de cette émission. C'est-à-dire, tu vois, je veux en connaissance de cause. Mais bien sûr, oui. Tu sais, j'ai eu, alors bien sûr à un degré infiniment moindre, mais il y a longtemps, j'ai eu un peu une querelle avec Laurent Ruquier, une querelle par médias interposés, et avec des choses autour de Patrick Fonte, puisque j'avais dit, alors ça, les moins de 20 ans ne peuvent pas te reconnaître, mais j'avais dit, quand on me disait que Patrick Fonte était vraiment une ordure, il est mort maintenant, donc paix à son âme, même si elle était noire, mais on disait... oh là là, il faut qu'il aille en prison. Et moi, je disais, il faut aussi peut-être parler de ceux qui lui ont donné la parole, parce qu'il était dans une émission de Laurent, du midi, je sais pas, de Rien à cirer ou un truc comme ça, tous les dimanches midi. Et il était accusé de pédophilie. Et il a été accusé de pédophilie. Oui, et coupable. Et coupable. Et condamné, il a fait de la prison. Voilà, absolument. Et donc, autour de ça, Laurent, il a un petit peu... Ça lui a fait du mal. Je regrette pas tout à fait, mais... Je comprends qu'il savait pas tant que ça. Voilà, il aurait pu savoir un peu plus, mais bon, quoi qu'il en soit. Un jour, Ruquier m'a appelé pour me dire, voilà, on boit des fions par presse interposée, faut qu'on déjeune ensemble. Je lui tire mon chapeau et je lui tire encore aujourd'hui. Voilà. Il est à l'écoute. Il n'avait aucune nécessité de faire ça. Aucun intérêt particulier, sinon d'enterrer une hache de guerre qui n'était en train de profiter qu'à d'autres que nous. Alors, encore, on va dire que je les accumule et c'était pas le but de lire des mauvais commentaires, mais il y a un truc qui te choque beaucoup, auquel tu n'adhères pas, c'est le curling. Oui, non, c'est pas le curling en soi, c'est pas le sport en lui, c'est pas ce sport extrêmement dynamique et les règles. Plein le cul de voir ce sport de femmes de ménage portugaises balayer devant des cailloux. Non, mal. Hein. C'est ce que je dénonce, c'est les magouilles dans le milieu du curling. Le curling a été à un moment donné un sport de pureté, un sport christique quasiment, a été un sport qui les gens se donnaient la main. Ou se donner le balai, mais ça revient un peu au même. C'était quelque chose de très fort. Tu n'as rien contre les Portugaises. Non, d'accord, ok. Non. Je voulais juste... Maintenant, j'ai vu par exemple un match là pour les Jeux Olympiques en Italie. J'ai vu un match Suède-Italie. Ça sentait la magouille à plein nez. Quoi, les pierres étaient truquées? Les pierres étaient truquées, les balais étaient truqués, la glace était truquée. Pourquoi ça éclate pas ces scandales? Parce qu'ils sont protégés, je pense, par des juifs. J'imagine. Tellement drôle. Un autre truc qui te meurt de toi, c'est on peut te taxer de racisme, mais c'est pas le cas. Je te connais, je sais que t'es pas raciste, mais tu détestes les frelons asiatiques. Oui, parce qu'ils sont pas réglo. Et puis, tu fais l'accent quand ils volent. Ah oui, c'est comme ça. Enfin, là, je suis pas en forme. Tu aurais dû me dire de me préparer un petit peu. Enfin, disons à la fois, ils bourdonnent, comme des bourdons, comme des frelons, hein, comme toutes ces bestioles-là, mais avec l'accent chinois. Attention, parce que le frelon asiatique n'est pas exclusivement chinois, il ne faut pas se tromper. Il est même plus souvent coréen du Nord. Et il fait souvent la politique de l'autruche. Oui, l'autruche, oui. J'ai compris, oui. Tu as compris, toi. Tu me donnes l'occasion de rectifier une chose, justement, dans la phrase profonde. Non, l'autruche ne met pas sa tête dans le sable. Non, elle ne met pas sa tête... Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça devant un immense spécialiste des animaux comme toi. Alors, tu es pour, encore une fois, on peut te traiter de réac, ou tu es pour l'euthanasie pour les enfants en échec scolaire? Alors, on se parle très honnêtement, je ne connais pas le sens du mot euthanasie. Alors, encore un de tes combats, la qualité de l'eau du robinet. Bon, ça, t'as déjà tout dit là-dessus. Ouais, mais ça me fait pas peur de le redire. Oui. C'est que on nous pousse tous, les commerçants nous poussent tous à consommer de l'eau minérale. L'eau minérale a plein de défauts. La meilleure des eaux, la meilleure des eaux pour l'homme, c'est l'eau du robinet. Du moins en France, c'est la meilleure sur le plan organoleptique et bactériologique. C'est la meilleure de toutes les eaux. Elle est bourrée de pesticides. Non, c'est ta mère en short qui est bourrée de pesticides. L'eau du robinet n'a pas de pesticides et de chlore. Elle a moins d'éléments. J'ai pas le souvenir d'avoir vu ma mère en microplastique.
Comme Pourquoi ma mère en short serait bourrée de pesticides? J'ai pas compris. ouais. Tu t'en sors par une pirouette parce que t'es acculé, là, tu sais plus quoi dire. En Bretagne, un peu de nitrate quand même dans l'eau. Oui. Il y a certains coins. Mais enfin, si tu veux avoir un enfant en bonne santé, 1000 fois mieux l'eau du robinet que des eaux minérales, et 1000 fois mieux l'eau du robinet, 1 million de fois mieux l'eau du robinet que n'importe quelle espèce de soda à la con et qui font des ravages dans le monde entier. Tu préconises d'avoir toujours sur soi des sacs à crottes pour les personnes âgées. C'est une chose dont tu te sers régulièrement? Alors, refais avec la main, parce que là, tu montres une pince. Les sacs à crottes pour les personnes âgées. Et ça, c'est ça pour toi, oui, un sac? C'est un sac à crottes, on prend quelqu'un... Ah oui, c'est pas un sac à crottes. C'est toi qui avais lancé ça, un gant à crottes. Un gant à crottes. Roman, tu voulais réagir là-dessus? Pas du tout, sur le grand accrotte. Je ne connaissais pas cette partie-là. Bon, François, je pense qu'on a fait le tour. T'as d'autres colères que tu voudrais exprimer? J'ai aucune colère. Tu m'as entendu exprimer des colères ici? Mais non, parce que c'était le titre de ton spectacle. Ah colère. Oui, ben non. Colère où tu faisais plus d'1 heure sur le fait que quand quelqu'un tourne à droite, il faisait un petit décalage. Ouais, c'était une petite fable sur la paranoïa, et j'ai travaillé, et j'ai été content de travailler sur ce sentiment de colère. Cet éléphant qui t'a volé ton goûter. Voilà, ouais. Tu peux en parler? Non, puisque malheureusement, dans le torrent de mes échecs à répétition, il y en a un autre, c'est que mes œuvres ne m'ont rien rapporté. En revanche, elles sont disponibles. Je n'ai jamais réussi à les empêcher d'être disponibles pour 0 francs, 0 centimes sur tous les YouTube, Dailymotion. C'est notre cas à tous. Moi, j'ai mon film, j'ai mes pièces, je touche pas un rond. Hein. Bon. Ouais. Donc, tu connais les émissions? Attends, moi j'ai vraiment beaucoup de questions à poser à François. C'est le moment de Roman. Voilà, parce que, comme je te l'ai dit, j'ai eu... Parce que je sais qu'on a dîné ensemble l'autre soir après le spectacle d'Arnaud de sa mère, où tu étais affligé par la conversation de Roman, et tu vas voir que ce mec peut être brillant. Spectacle absolument formidable à aller voir au plus vite. C'est déjà complet, mais trouver des places par pitié, c'est formidable. C'est le meilleur spectacle de One de l'année. François, donc j'ai demandé aux gens quelles questions vous voulez demander à François Rollin. J'ai reçu 400 questions sur Kaamelott et 3 sur le reste de ta carrière. Tu veux qu'on commence par lesquelles? Par les 400 questions sur Kaamelott. Alors, ta locution latine préférée? Alors, ça va être un peu déceptif pour ceux qui nous réponds en latin. Regardent et nous écoutent. C'est que on m'attribue les locutions latines, mais non. Mon petit frère Alexandre les a écrites pour moi, sachant qu'effectivement je manie assez bien le latin, j'ai de très très bons restes de latin, et il me plaît de temps en temps d'avoir des vraies citations latines, ce qu'on appelait autrefois les pages roses. Vous n'étiez pas né, mais ici dans le dictionnaire on était né. Voilà. Mais en revanche, dans Kaamelott, c'est lui qui me les a écrites toutes. Donc après, je suis presque un petit peu gêné quand on me dit faites-moi une dédicace, mettez-moi une citation latine. Non, ça c'est une invention à Alexandre. Et tout le plaisir de Kaamelott, là je le dis en tant que comédien, et comme tous les autres comédiennes et comédiens le disent, c'est que justement il n'y a rien à toucher. Prêt à tourner à 10h du matin, ton texte arrive à 9h, c'est un petit peu tard, mais bon, c'est comme ça, on a l'habitude maintenant, et tu reçois et... il n'y a rien à toucher, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à le dire. T'es déjà bon avant même d'avoir commencé à jouer. C'est rare, ça. Et donc, parmi ces comédiens heureux d'être alimentés par Alexandre, il y a moi. Et effectivement, voilà, pour moi, le Roi Lot, c'est des vraies vacances. J'ai pas de souci à me faire. Je viens et il n'y a plus qu'à le dire. Roman, est-ce que tu as été déçu? Moi, pas du tout, mais je transmets la question qui a été posée. Est-ce que tu as été déçu par les films Kaamelott? Parce que certains ont été déçus, certains des vieux fans, des fans hardcore de Kaamelott ont trouvé que les films étaient un peu déceptifs par rapport aux saisons. Alors,
Non, je sais, parce que ça fait longtemps que j'ai parlé de ça avec Alexandre, que je sais que il voulait sortir des petits formats très courts et très rigolos. Déjà, les saisons 5, 6, c'était de sortie. Il y avait déjà des gens qui disaient « Ah ben non, mais on se marre plus comme avant, tout ça ». Donc, je connais, je respecte et j'admire son parcours et sa ténacité pour aller loin dans ce sens-là. Alors après, moi, à titre perso, je suis un peu triste parce que j'ai plus beaucoup de grains à moudre dans les derniers films. Tes rôles sont plus petits ? Oui. Ben, en fait, les rôles on est un petit peu plusieurs de l'équipe d'origine. Enfin, moi, je suis même pas tout à fait l'origine, mais enfin, ça remonte loin. À être un peu triste d'avoir Lombard, le père Blaise, Thomas Cousseau, Lancelot, même Franck Pitiot, Jean-Christophe Imbert. Bon, ben, on est moins présent dans. C'est pour ça, je crois, que Franck a préféré pas faire le dernier film. Peut-être il se trouvait pas tout à fait assez. Franck Pitiot, Perceval. Le personnage quasiment préféré par les fans. Des fans, oui. Et à juste titre. Et là aussi, Franck Pitiot est un sublime comédien, mais les partitions que Alexandre lui a écrites sont... Bah oui. C'est du gâteau, c'est merveilleux. Une dernière, Roman ? Oui. Est-ce que toi, François, tu sais déjà si tu vas être dans les prochains films et... Non, ça fait depuis le début, on ne le sait pas, depuis qu'on commençait les films ou même les 55 minutes, je sais pas quoi, 52 au lieu des petits formats de 10-12, on ne sait pas et ça nous amuse de pas le savoir. Et Alexandre sait que ça nous amuse de pas le savoir, alors il nous le dit pas. Ok, et alors une dernière question sur autre chose que Kaamelott. Quand est-ce que tu remontes sur scène ? Parce que c'est quand même une demande récurrente. Les gens veulent te voir sur scène, et notamment ceux qui le découvrent par YouTube et qui découvrent des trucs cultes se disent « Mince, il n'est pas monté sur scène depuis 2017, et je vais le rater, et je vais jamais le voir, et ça va me manquer. » Tu y penses quand même un petit peu ? Non. Bon. Ok. Tu connais l'émission ? T'en as pas raté une ? Tu sais comment on termine ? Non, je vais te dire, j'ai dû voir 40 secondes de cette émission. Je consomme très très peu de biens culturels, pour tout te dire. Tu appelles ça un bien culturel, toi ? Ouais, pourquoi gentil. pas. D'accord. Faut flatter un peu pour... On termine avec les tu préfères. C'est très connu, Pierre avait écrit un bouquin avec Gérard Darmon, justement, là-dessus, voilà. Ouais. C'est la peste ou le choléra, il faut répondre. On n'a pas envie, l'alternative est dégueulasse et il faut répondre. Ouais. Alors, tu préfères avoir toujours quelque chose à dire ou ne dire que des choses intelligentes ? Ne dire que des choses intelligentes. Pourquoi tu l'as pas fait pendant cette émission ? Je préfère, mais tu m'as pas demandé si j'en étais capable. Tu peux montrer tes mains, tu as un problème au pouce. Ah oui. Alors, tu préfères que ton... Qu'est-ce que c'est ta... C'est mon pouce droit qui montre. Comment ça s'est fait ? Non, il faut pas le montrer. Comment ça s'est fait ? Comment t'as fait ça ? Dans l'encoignure d'une porte. Oh. Donc tu préfères que ton pouce... Ah non, parce que je quantifie la douleur. Tu préfères que... Il est mort comment déjà, Robespierre ? Ils lui ont coupé la tête. Oh. Non, attends, parce que la vanne, elle est bien. C'est dommage là que tu me freines dans ma... pardon, vas-y. Tu vas voir. Tu préfères que ton pouce repousse ou que ta bite rebite. Alors, j'ai cherché mieux, mais j'ai pas trouvé de... Donc, il n'y avait pas mieux par ça. Je préfère la deuxième. D'accord. Parce que je sais pas très bien de quoi c'est fait. Alors que la première... J'ai pas trouvé de truc qui allait bien. Tu préfères te réincarner en dauphin ou en licorne ? Alors, je crois que c'est mieux en licorne. Ah ben, t'es tombé dans le piège, ça n'existe pas, la licorne. C'est un animal mythique. Ouais. Ça n'existe pas. Ça empêche de se réincarner, c'est le narval qui est un peu à l'origine, tu sais, ce cétacé avec un rostre. Ouais. Ah, je suis déçu, je suis déçu. Tu préfères monter une auto-école avec Pierre Palmade ou un centre aéré avec Jean-Marc Morandini ? Non, mais ni l'un ni l'autre. Mais là, t'es obligé de répondre. Oui, d'accord. C'est très moche. Une auto-école avec Pierre Palmade, parce que ça veut dire, justement, on va apprendre aux gens à pas faire les conneries qu'il a faites. Tu préfères tourner dans Palace ou dans Camping ? J'aimerais bien tourner dans Camping. Ils vont faire un 4 ? Je sais pas pourquoi. Non, mais qu'ils fassent un 4, un 10 ou un 25, ils me demanderont jamais. On me demandera jamais. On n'en a rien à foutre de moi. Mais moi, j'adorerais. Et là-dessus, j'ai pris conseil auprès d'un gars avec qui j'étais un petit peu copain pendant un temps.
mais un temps assez court, c'est Fabrice Lucchini. Et pendant qu'on était ensemble, on me faisait des propositions de jouer dans des films, toujours des petits rôles, hein, puisque moi, mon plus long rôle, c'est Partir un jour, où j'ai eu 14 jours de tournage. Jusqu'ici, j'ai eu 2 jours, peut-être une fois 3, mais voilà. Et je me demandais, est-ce qu'il faut tourner dans ce truc-là ou pas, le scénario. Et Lucchini, qui est pas un type formidable, mais qui est un peu finaud, qui est un peu une petite fouine. Il m'a dit, non, tu prends tout, parce que de toute façon, tu seras payé, de toute façon, les conditions sont agréables, et si jamais le film est pourri, on dira, c'est vraiment la merde, mais toi, tu t'en sors pas mal dans le rôle du barman, et si le film est bien, on dit, ça m'a pas étonné de te voir dans ce truc-là, parce que je pense qu'il a raison. Pourquoi t'es fâché avec Lucchini? Non, je suis pas fâché, mais je suis pas fâché, mais on a cru qu'on s'aimait très fort, et puis peut-être pas tant que ça. Je sais pas s'il peut aimer les gens. Quand tu t'aimes à ce point, est-ce qu'il y a de la place pour les autres? C'est peut-être pour ça, mais ça, je l'ai pas vu tout de suite. Tu préfères sodomiser un chien mort ou manger un rat vivant? Alors, pourquoi je parle de ça? Oui. Parce que c'est dans le spectacle que tu as coécrit pour Arnaud de Samer. Oui. Mais là, projette-toi dans la situation. Manger un rat vivant. Oui, sans hésitation. D'accord. Tu préfères Friendly ou Raccoon? Ouais, ce sont les deux. Mes chats ou c'est les chats de ma femme. Enfin bon, Friendly, c'est le chat de ma femme et Raccoon, c'est le fils de Friendly. Et je crois que je préfère Raccoon parce que, donc moi, j'ai horreur des chats, je déteste les chats, j'ai peur des chats. Ah ouais? J'ai une peur. Puis t'es un peu allergique, non? Non, c'est pas une allergie, c'est une peur qui est inscrite dans ma chair d'une manière, l'anecdote n'a pas beaucoup d'intérêt, mais elle existe. Et Raccoon, quand Friendly a fait une portée de 6, 5 étaient en pleine santé, il y en avait un qui était rejeté, et comme tu sais, quand la nature lui dit non, c'est non. Et donc Raccoon, je l'ai élevé au biberon pendant longtemps. Donc c'est mon petit chouchou. C'est ton bébé. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé, c'est mon bébé, ouais. Tu préfères échanger avec Trump ou Poutine? Je suis impatient d'échanger avec les deux. T'as le droit de dîner qu'avec un seul des deux. Ouais, avec Poutine alors. Et qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? J'aurais envie d'essayer de comprendre ce qu'il vit, de comprendre parce que il se comporte comme un gros salaud. Et je n'ai pas rencontré beaucoup de salauds dans ma vie. J'ai rencontré des gens détraqués. J'ai rencontré des gens qui étaient montés de travers, mais pas des vrais salauds. Lui, il se comporte comme un vrai salaud. Et donc, je serais content de dîner avec lui et qu'il m'explique, que peut-être je comprenne comment ça se goupille dans sa tête. De la même façon que, si tu veux, j'aimerais bien, mais je suis toujours passionné quand je vois quelqu'un qui a fait un entretien avec un grand criminel, avec un serial killer, non pas pour dire bravo c'est bien, ni même pour dire on vous pardonne, mais juste pour essayer de comprendre par où ça passe. Parce que, après on dit on peut tous être ça. Moi, je crois pas qu'on peut tous, mais enfin, on est nombreux à pouvoir être un peu pire. Donc, c'est intéressant de savoir par où ça passe, et je serais intéressé de savoir par où ça passe par Poutine. Donc, il faudra un repas bien arrosé, parce que što utrezvovo na umje, to upjanovo na jezike. T'as encore insulté ma mère? Non, ça veut dire Ta mère en short, non? Ça veut dire ce que l'homme sobre a dans la tête, l'homme saoul l'a sur la langue. C'est joli. C'est de qui? C'est un proverbe russe. Tu préfères ne plus avoir aucune sexualité ou sucer un pote de temps en temps? Un pote, c'est obligé? Comme tu veux. Alors, un mec de temps en temps, mais pas un pote. D'accord. Tu préfères ne plus avoir aucune sexualité ou te faire sucer par un mec de temps en temps? Me faire sucer par un mec de temps en temps. Et la dernière? Est-ce que tu préfères te faire sucer? Tu préfères ne plus avoir aucune sexualité ou te branler en regardant deux mecs qui se sucent? Non, je vois pas pourquoi j'irais choisir l'horreur de ne plus avoir aucune sexualité. Non, mais là, c'est le tu préfères, donc t'as pas le choix. Oui. Donc, bien sûr, oui. Je sais pas, même 2, 3, 10 mecs qui se branlent, même... Non, qui se sucent. Alors non, zut, c'est toi qui te branles, moi qui se suce. Ah, oui, c'est ça, oui. C'est moi qui me branle. Oui. T'es obligé de regarder.
Oui. Bon, oui, ça me fait pas très peur. Ouais. Ok. Bon, c'est pas non plus l'idée que je me fais de la fête, mais enfin, ça me fait pas peur. En tout cas, François, on imaginait avec Roman que l'émission serait bien. Ouais, puis... Ouais. Et tu m'aurais demandé, je te l'aurais dit. Non, et on l'a trouvé formidable. Parce que tu parles. Tu crois que c'est pas sincère ? Non, je pense que c'est pas grave. Non, mais tu crois sérieusement que c'est pas sincère ? Oui, non, parce que toi, je pense que c'est de la flagornerie qui est Roman, dis-lui. Pas du tout, non. Non, t'es con. Pas là. du tout. Ouais. Non, toi, t'es déformé par notre amitié, parce qu'on est très amis depuis 40 ans. Ouais. Mais j'étais fan avant, j'ai toujours été fan admiratif de ton travail. Donc, et puis, t'es un peu con des fois aussi, donc tu te rends pas compte de ta valeur. T'as passé beaucoup de temps à te dénigrer, à dire que t'as un petit peu tout raté. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, les gens t'idolâtrent, t'es culte de ton vivant, je te l'ai déjà dit, et va te faire enculer, tu me pètes les couilles. Voilà, générique.